Bonjour tout le monde et merci. On vient de me dire que je viens de perdre 2 minutes, mais c'est pas grave, je vais faire vite. J'ai 2 questions pour vous avant de commencer. Qui n'a jamais entendu parler de numérique responsable? J'ai eu peur, je croyais voir une main. Par contre, qui contribue dans son entreprise, son asso, son école à une démarche de numérique responsable? Bon, c'est pas mal. En fait, à la fin de cette présentation, j'ai 2 envies, 2 choses qui me feraient plaisir. C'est que vous sachiez de quoi parle, à quoi sert une API GreenScore, puis que ça vous donne envie de creuser un peu plus et de contribuer. Pour commencer, je travaille pour le groupe Rocher. Je m'appelle Yannick Tremblay, je suis en charge de l'innovation IT pour le groupe. Et je me suis occupé pendant des années de plateformes d'intégration et des plateformes d'API management. Et le groupe Rocher, vous ne connaissez pas. Par contre, vous connaissez certainement Yves Rocher, qui a plus de 60 ans, et Petit Bateau, qui a plus de 130 ans. Et moi qui suis dans cette boîte depuis un quart de siècle. Donc quand on parlait de dinosaures, je pense que je suis à ma place. Le groupe Rocher a pris le statut d'entreprise à mission il y a 3 ans maintenant, 4 ans, 2019, je ne sais plus compter, avec un objectif de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. C'est un vaste projet, ça ne touche pas que l'IT, mais cet objectif est vraiment dans les racines de la société. On utilise les bienfaits de la nature pour créer nos propres produits. Et ça se reflète derrière autour de 4 piliers dans les équipes IT, dans l'équipe de groupe Rocher Technologies Solutions. Et ces 4 piliers, c'est le Green IT, comment on diminue notre impact de gaz à effet de serre autour de nos systèmes d'information. Le deuxième, c'est l'éco-design, et c'est là où on va parler d'API GreenScore. C'est comment on fait le choix de nos partenaires autour de l'IT sur les solutions qu'ils vont nous proposer, quels sont les impacts, est-ce qu'ils sont capables de mesurer. Et puis enclencher des démarches d'éco-conception. Le troisième pilier, c'est un usage responsable de l'IT, c'est comment on fait en sorte que nos devices durent plus longtemps, comment on fait en sorte que nos téléphones, tous nos équipements, nos infrastructures, on arrive à les faire durer. Et puis comment on fait en sorte aussi d'acculturer à la fois les équipes techniques, mais aussi les équipes métiers autour du numérique responsable. Et puis les derniers, c'est l'IT for Green, comment nous on peut contribuer pour diminuer le transport, par exemple, sur nos sites industriels ou diminuer nos packaging de produits. Et en fait, c'est c'est dans le cadre de ces démarches qu'on a mis en place que j'ai commencé à voir ce qui existait autour du groupe et entre autres autour du collectif API Thinking, qui est un collectif français qui est originaire autour de la banque et puis qui s'est rapidement diversifié en intégrant d'autres entreprises. C'est un collectif qui est gratuit, qui parle énormément autour des API, de gouvernance, de sécurité, comment on communique sur ces API. Et puis on a commencé à créer un chantier qui était lié aux API numériquement responsables. Parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait plein d'outils sur le front, il y a plein d'outils sur le back. Sylvain en a présenté quelques-uns tout à l'heure. On a énormément d'informations, mais par contre, autour des API, il n'y avait pas grand-chose qui était présent, qui était disponible. Et on s'est dit quand même que le numérique responsable, c'est un sujet qui concernait tout le monde. Et avec une société qui est pourtant la concurrente de la nôtre, L'Oréal, on s'est dit, contribuons ensemble pour le bien commun et reversons ce qu'on est en train de faire à la communauté pour que les gens se l'approprient. Et en fait, dans ce chantier, il y a des sociétés de différents horizons, comme Voyage SNCF, comme Enedis, avec des problématiques qui sont complètement différentes de nous, retailers ou e-commerce. On a de l'assurance aussi, sur lesquels ils ont commencé à réfléchir sur les solutions qu'on pouvait mettre en place et voir concrètement ce qui était réalisable. Mais avant de vous parler d'API GreenScore, le numérique, en fait, n'est pas immatériel. Bien au contraire, je pense que si vous êtes là, vous le savez bien. On a des ordinateurs, on a des réseaux, on a des data centers. Et en fait, en général, on le découpe en 3 tiers. Et aujourd'hui, on se rend compte que le numérique, c'est une étude de 2019, c'est quand même le 4e émetteur de CO2 à l'échelle mondiale. Et donc, dans ces 3 tiers, on va retrouver les utilisateurs, donc les devices en général, que ce soit l'ordinateur, téléphone, les centres de données, les data centers, et puis les réseaux. À votre avis, est-ce le premier? Je vous laisse lever la main si ce sont les utilisateurs qui sont les plus émetteurs de CO2. Si vous voulez juste lever la main pour savoir. Est-ce les data centers? Ok. Ou est-ce les réseaux? Bon, ok, ça a l'air à peu près équivalent. Bon, en fait, le plus gros consommateur aujourd'hui, ce sont les devices. Et c'est surtout dans la construction des devices où on a un impact le plus important. Aujourd'hui, on se rend compte en fait que le fait d'essayer de durer, quand on dit prolonger la durée de vie, c'est la première action qu'on a mis en place au sein de notre groupe, parce qu'on s'est rendu compte que c'est là où il y avait de l'impact. Mais qui dit prolonger la durée de vie de nos équipements dit aussi que nos applications doivent être en capacité de ne pas poser de problème pour ces équipements.
Il y a une étude de l'ARCEP qui est sortie au mois de mars, alors à la fois de l'ARCEP et de l'ADEME. L'ARCEP, c'est l'organisme qui régule les télécommunications, et l'ADEME, l'Agence de l'environnement. En fait, cette étude dit que sans intervention, sans modification ou sans changement d'usage, entre 2020 et 2050, les émissions de carbone footprint vont augmenter de façon significative, et qu'il est important de pouvoir agir. Et en fait, donc vous avez le QR code avec cette présentation, avec cette étude. Et ce qu'ils évoquent, en fait, c'est que dans les usages, on a une augmentation des possibilités qu'on a aujourd'hui. On a entendu parler des antennes 5G et de l'impact qu'il pouvait y avoir derrière. Aujourd'hui, les antennes 5G consomment moins d'énergie. Sauf qu'on fait passer beaucoup plus de données. On est plus facilement à regarder des vidéos 4K ou 8K sur ce type d'équipement. Et en fait, nos usages, l'accroissement de nos usages, on parle souvent d'effet rebond, fait en sorte que le bénéfice gagné d'un côté, on le perd rapidement, très rapidement de l'autre. Et puis tant qu'on n'a pas décommissionné les anciens équipements 3G, 4G, en fait, on n'a toujours pas ces gains. La même chose sur l'IA. Je pense que vous avez tous entendu parler de Generative IA et des impacts qu'il peut y avoir sur le calcul des modèles et sur les usages derrière. On arrive sur des choses qui sont assez conséquentes. On va parler d'IoT, de robotique. Et en fait, qu'est-ce qui lie tous ces challenges et tous ces changements? En fait, ce sont les API. On va les retrouver au cœur à chaque fois. Et je vous disais juste avant, en fait, aujourd'hui, on n'a pas d'outils qui nous permettent d'évaluer les impacts ou pas forcément d'acculturation. Et c'est là on va parler d'API Green Score. Alors l'API Green Score, en fait, c'est une boîte à outils. C'est une caisse à outils dans laquelle vous allez pouvoir avoir des informations pour vous aider, des guides de bonnes pratiques et une grille d'évaluation. Mais surtout, ce n'est pas un élément comme vous pouvez l'avoir sur du matériel numérique, enfin du matériel électronique, pardon, ou des voitures. L'objectif, ce n'est pas de comparer l'entreprise A à l'entreprise B. C'est vraiment vous de vous évaluer et de dire où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire. On a réutilisé les visuels en fait, des autres règles d'évaluation avec un A à E. E, c'est mon évaluation n'est pas terrible. Et puis A, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait. Mais ce qui est surtout important, c'est de partager ce type de règles d'évaluation avec tous les personas que vous pouvez avoir autour d'une API. Alors, les personas, ça va être je suis un utilisateur d'une API, je suis développeur d'une API, je suis responsable d'une API, un API owner, API producer. Et donc de partager ces règles et d'être en capacité d'expliquer à quoi elles servent. Et pour lancer notre démarche, donc on a démarré 2021 à réfléchir comment on pouvait le faire, on est parti sur 7 domaines différents pour essayer d'accompagner, d'orienter notre réflexion. Et en fait, ces 7 domaines, vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà, c'est cycle de vie. Alors on parle de cycle de vie de nos applications, mais là c'est cycle de vie de nos API. En fait, quel est le référentiel de mes API? Où est-ce que c'est disponible? Quelle version je peux avoir? Je vais rentrer dans le détail de certains de ces domaines. L'échange de données, comment j'échange mes informations entre mes différents systèmes d'information. Mes data, comment je les structure. Un volet sur la partie architecture, un volet sur les outils, sur l'infra et sur la communication. Et la communication, c'est d'être devant vous aujourd'hui à emmener pas l'âge pour vous expliquer ce sujet. Alors, le cycle de vie, tout simplement, à chaque fois qu'on a essayé de produire sur ces domaines, c'est une carte qui explique à quoi ça sert. L'objectif de cette présentation, en fait, c'est d'être capable d'aller voir des métiers en leur disant, en fait, ce que tu es en train de me demander là sur ton application, sur l'API que tu veux exposer, regarde les impacts qu'il peut y avoir derrière et d'être capable de vulgariser en fait les sujets qu'il y a. Et à chaque fois, ce qu'on fait sur ces cartes, on donne une description. Quel est l'objectif de cette carte de cycle de vie? À quoi ça sert? Quelle est la gouvernance? Qui a la responsabilité de gérer le cycle de vie des API, les versions, le nombre d'appels qu'on peut avoir? Et puis surtout, de donner des métriques, des outils, des choses très concrètes sur comment on mesure en fait, le nombre d'appels qu'on a. Comment on mesure les consommateurs qu'on a et où est-ce qu'ils sont positionnés. Et puis, quels sont les outils qu'on a mis à disposition pour pouvoir le faire? Est-ce qu'on a des plateformes de monitoring? Est-ce qu'on a des portails qui permettent d'exposer ces API? Et donner des exemples très concrets. En exemple, par ici, c'est le nombre d'appels que je peux avoir par mois sur une API qui permet de saisir des commandes. Et à chaque fois, on donne un impact EcoScore. Alors cet impact, il vaut ce qu'il vaut. On l'a construit avec les autres membres qui étaient disponibles dans l'équipe. Mais l'objectif, en fait, c'est qu'à un moment donné, la communauté se l'approprie et se dit non, finalement, c'est pas assez clair, c'est pas assez précis. C'est là où on va avoir besoin de vous pour contribuer sur ce genre d'outils. Alors, 7 domaines, c'est assez vaste, en fait. Et finalement, l'influence qu'on peut avoir, on s'est dit que c'était plutôt autour de 4 catégories. Alors là, ça commence à devenir compliqué. 7 domaines, 4 catégories, vous allez voir qu'ils se recoupent, en fait. Les 4 catégories, c'est de dire là où je peux influencer mon métrique, là où je peux influencer mon API. Sur les architectures, la plupart du temps, vous allez arriver sur des systèmes où ça a déjà été défini. Si vous avez des architectures de type event-driven, peut-être que les choix ont déjà été faits, vous allez hériter de ça et vous ne pourrez pas trop influencer. Par contre, sur le design de votre API, là, vous avez la main, en fait. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire, comment vous voulez le mettre en œuvre. Sur les usages, c'est de communiquer auprès de vos utilisateurs
comment mettre en place l'API, comment l'utiliser, comment en avoir un bon usage. Et puis enfin, les logs, en fait, c'est le cœur du système, c'est comment je mesure tout ce que je suis en train de faire, comment j'utilise tout ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai des exemples très précis, très concrets. Donc mes 4 catégories, mes 7 domaines, et ça me permet de créer une grille d'évaluation et de fournir des choses relativement simples. Sur ma grille d'évaluation, je vais avoir toutes mes règles, une vingtaine de règles aujourd'hui, et à chaque fois, je vais dire, je l'applique pas, oui ou non. Donc c'est juste un booléen relativement simple. Il y a quelques règles où là, on utilise un ratio. Admettons que vous avez créé une API pour, je ne sais pas moi, récupérer la météo. Si vous la faites à chaque fois que vous avez un utilisateur différent, ça n'a pas trop de sens, quoi. C'est un peu dommage que vous perdez un peu d'énergie. Et puis surtout, derrière, vous allez consommer de l'énergie pour maintenir ces différentes API. Par contre, si vous avez une dizaine de consommateurs pour utiliser cette API, ça fait un peu plus sens, sans tenir compte des spécificités de chacun, essayer de faire quelque chose d'un peu plus ouvert et un peu plus disponible. Donc c'est là où vous allez avoir besoin d'un ratio sur les grilles d'évaluation. Puis surtout, ce qui est important sur ces différentes règles, s'il y en a une qui ne vous intéresse pas, vous la shootez, dégagez-la, ça n'a pas de sens pour vous. Si vous ne faites pas de GraphQL aujourd'hui, n'utilisez pas la règle. Par contre, rétablissez les poids qu'on a pu mettre en place pour avoir une évaluation cohérente à la fin. Et on arrive sur cette magnifique grille, très lisible quand on la prend comme ça. Mais en fait, on détaille chacune des règles en disant à quoi ça sert, quelle est la note que j'ai, pour être le plus transparent possible vis-à-vis des gens avec qui vous travaillez, vos développeurs, vos utilisateurs, et leur montrer comment vous êtes arrivé à cette note. Et à la fin, c'est pas grave d'avoir une note à eux. C'est pas si important. Et d'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose. Ce qui va être important, par contre, c'est de voir comment vous pouvez améliorer ça et comment évoluer dans le temps. Et donc d'être en capacité de comparer ce qu'on a pu réaliser un peu plus tôt. Et puis un autre point important sur vos API, si vous avez plusieurs verbes dans votre API, prenez le verbe qui a le plus de sens, qui porte le plus, ne décidez pas de descendre au plus fin. Si vous faites du get, du post, du patch, ça risque d'être difficile. Allez, un peu de concret. Donc en fait, sur chacune des règles, si je prends le domaine architecture, j'ai la règle AR05 qui me dit est-ce que j'ai un carbon footprint dashboard? Est-ce que j'ai un tableau de bord qui me donne l'impact de ma plateforme? Et puis on donne un petit peu de contexte, on explique la règle à quoi elle sert. On dit qui est concerné par cette règle. Est-ce que c'est plutôt le producteur d'API, ou est-ce que c'est le consumer? Et puis quels sont les impacts qu'on a derrière? Est-ce que c'est du réseau? Est-ce que c'est du compute? Ou est-ce que c'est du storage? Et si je prends le dashboard qui nous avait été mis à disposition, nous, avec Google, autour de la plateforme GCP, on avait un dashboard qui était au global du groupe, avec tous les projets. Donc on a une centaine de projets derrière, mais c'est pas lisible, vraiment pas exploitable. Parce qu'on n'arrivait pas à faire des corrélations entre les équipements, du réseau, du compute, du storage, et nos propres usages. Et donc, on a construit avec nos équipes d'infra un board complètement à part qui nous a permis d'avoir l'évolution sur la plateforme d'API Management, donc APGX en l'occurrence, et d'être capable de mesurer les impacts qu'on a. Donc là, nos chiffres sont très petits, on en parle de 4 kilos, c'est pas extraordinaire. Par contre, vous voyez que les deux dernières lignes, en plein milieu du tableau, il y a les barres, on a eu une baisse. Et en fait, ça nous a permis de mettre en avant un équipement réseau qui était sur une plaque américaine, alors que tous nos trafics étaient sur une plaque européenne. Et qui dit plaque américaine pour un usage européen, décalage horaire, et donc du coup, il n'y avait pas forcément de panneaux solaires qui alimentaient le data center de cette plateforme. D'où l'importance de partager ce type d'informations avec tout le monde et d'être en capacité de les expliquer, même s'il y a des choses qui sont super techniques sur cette partie-là. Un autre usage qu'on peut avoir, c'est autour du format de données. Donc je vous disais, la data, il y a le data exchange, c'est comment j'échange mes informations entre mes différents systèmes d'information. Si je veux faire lâcher, je peux dire que JSON, c'est mieux que XML, ou l'inverse, pour m'amuser un peu. En fait, ce qui va être important, c'est surtout de se poser la bonne question. Quel est le format que je vais exploiter? Quel est le format que je vais utiliser en fonction de mes usages? Et si on prend un exemple très simple de deux structures de réponse de payload, format de données que je peux récupérer, un en XML et l'autre en JSON, en fait, on parle de quelques bytes. C'est pas si important que ça. Et si on introduit du zip, de la compression sur ce flux lorsqu'on fait l'appel, on va gagner 4%, c'est vraiment ridicule. Par contre, si je réfléchis volume, c'est pas forcément ce qu'on fait quand on est développeur, parce qu'on est dans sa bulle, on est en train de produire. On n'est pas en train de penser à l'activité qu'on va avoir derrière. Et si on parle volume et qu'on commence à avoir 2 millions d'appels, c'est 0,17 gigabytes d'économiser. Et puis si on ramène ça à un mois, c'est 5 gigabytes d'économiser. Et ça commence à faire beaucoup de volume sur les informations. Donc toujours penser au volume qu'on peut avoir comme trafic derrière sur ce type de règles. Une autre règle que je peux vous présenter, c'est un mix entre le data et le data exchange, c'est les systèmes de cache. Aujourd'hui, on a 700 magasins en France pour la marque Yves Rocher. Ces 700 magasins permettent d'avoir les horaires d'ouverture, les soins que je peux avoir dedans, s'il y a des esthéticiennes ou pas. Et en fait, ces informations-là, elles ne changent pas tous les jours, elles ne changent pas toutes les minutes.
Sauf que quand on a développé notre première application, eh bien avec l'application mobile, on sollicite systématiquement nos backends. Et une des choses qui est très facile à mettre en place quand on a une plateforme d'API management, c'est de mettre un système de cache. Alors, il y a un point important sur le système de cache. Dans le contrat d'interface, peut-être l'expliquer quand même aux consommateurs. Attention, les données peuvent perdurer pendant quelques heures. Et c'est peut-être normal que vous n'ayez pas une mise à jour de ces informations-là. Bien sûr, ça marche très bien sur des get. Il me semble que certaines personnes le font sur du post aussi, pour d'autres usages. Mais en tous les cas, c'est des choses qui sont très faciles à mettre en œuvre et qui peuvent faciliter derrière le trafic. Et donc, L'Oréal a mis en place un board qui partage avec leurs consommateurs d'API en disant voilà l'avantage qu'il y a eu de l'utilisation du cache et la performance qu'il y a derrière. Et puis surtout, la latence qu'on peut avoir sur nos API et pour notre application mobile sans avoir à solliciter toute la chaîne d'infrastructure. Alors, restons 2 secondes sur le data exchange. Mettez des paramètres dans vos API, mettez des query parameters pour récupérer juste les informations dont vous avez besoin. Ah oui, puis pareil, je parlais de payload, des tailles de messages, mais évitez de mettre tout ça servira peut-être un jour. En fait, ça servira jamais. On parle de fonctionnalités souvent sur la partie web. Quelles sont les fonctionnalités qui sont réellement utilisables? La plupart du temps, on se dit, finalement, j'ai plus le chiffre, mais c'était 50%, je crois, qui étaient réellement utilisables. Et pareil sur nos fichiers, sur nos échanges, sur nos payloads, il y a la même question. Et en fait, c'est relativement simple. Si on prend l'adresse DataGouv, on voit que quand je fais une recherche sur une adresse postale, il va me retourner que les 5 premiers résultats. Et puis, si j'ai envie de récupérer plus, eh bien, je change la limite. Et puis, si je veux vraiment dépasser la limite, là, l'API est bien conscient en me disant non, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est vraiment des petites choses, des bonnes pratiques évidentes, mais qui ne sont pas toujours utilisées, pas toujours bien communiquées. Et puis, si on teste sur Spotify où on veut faire de la pagination pour récupérer les différentes catégories qui sont possibles, c'est possible de le faire avec de l'offset en disant je veux récupérer que les 50 premières réponses. En l'occurrence, il n'y en a que 48. Et ce qui me permet d'avoir un payload assez réduit. Et puis si je dis je veux les 18 dernières, voilà, la taille du payload change vraiment. Donc toujours penser volume. Et cette notion de payload, c'est vraiment une information qui doit être véhiculée, qui doit être partagée auprès des consommateurs et des développeurs. Puis arrivons au sujet autour des logs. Je vous disais que c'était le cœur du système. Quand on a commencé à mettre en place notre plateforme d'API management, on avait une vingtaine ou une trentaine d'API. Et rapidement, ce qu'on a voulu savoir, c'est mais c'est quoi la volumétrie? Qu'est-ce qui se passe au moment de Noël, au moment de la fête des mères, au moment de la Saint-Valentin? À quel moment j'ai un pic de trafic? Et en fait, on stockait tous les appels, seconde par seconde. Et ce qui s'est passé rapidement, en fait, c'est que pour on avait une API qui était exposée pour toutes nos marques, donc Yves Rocher, Dr Pierrico, Daniel Jouvence. Et en fait, on collectait toutes ces informations-là, mais en fait, c'était utile le jour J. Elle est J+1 pour faire du debug, mais une semaine après, j'avais plus trop d'utilité d'avoir ce niveau de détail. Et donc, on a utilisé une fonctionnalité qui est disponible sur Elastic qui permet de faire de la compression de données, d'agréger les informations. Alors, en effet, je vais perdre de la finesse de cette information. Je vais moyenner les valeurs de timestamp, mais c'est pas forcément ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de connaître le nombre de calls que je pouvais avoir la veille de la Saint-Valentin ou la semaine avant la fête des mères, pour essayer d'ajuster et voir si les plateformes allaient toujours bien fonctionner. Et en fait, juste de penser toujours volume, ça a permis de réduire de façon drastique à la fois la taille de nos stacks élastiques. Je pense que quelqu'un qui était présent aujourd'hui m'aurait remercié si j'avais fait ça un peu plus tôt quand on a fait les montées de version élastique. Et surtout, ça a permis de réduire aussi le temps de réponse quand on requête sur Elastic pour récupérer les résultats et faire les jolis dashboards. Et comme j'avais promis qu'avec du code, en fait, c'est relativement simple. C'est juste 2 lignes sur la configuration d'Elastic, sur nos configurations quand on crée nos index. Je lui dis le nombre de jours où je veux garder mes informations, en l'occurrence 45 jours. Et puis je lui dis aussi comment il va agréger les données, à quel moment, à quelle fréquence, et sur quelles règles je vais aller agréger mes informations. Et on a pris ça comme bonne règle sur tous nos index aujourd'hui autour de nos plateformes. Ouais, je suis large. Juste pour vous dire, en fait, quand je vous disais qu'on n'a pas grand-chose autour des API, en fait, si, on s'inspire de règles qui sont un peu plus macroscopiques sur d'autres plateformes. Vous avez l'Institut du numérique responsable qui a publié 516 critères, ne jamais mettre le nombre de critères dans son URL. L'URL, c'est 491. En fait, c'est une bonne base de travail pour savoir comment ça fonctionne et comment l'utiliser. La deuxième source d'information, c'est Green Software Foundation, qui est une émanation de la Linux Foundation, qui travaille autour des patterns d'intégration. Quel type de pattern je peux mettre en place? J'étais très rapide sur la partie event-driven,
Mais plutôt que d'aller requêter toutes les 10 minutes pour savoir quelle est l'évolution de mon stock, c'est peut-être plutôt intéressant d'avoir un événement qui est poussé dans l'autre sens et qui dit à mon demandeur, au fait, je viens de modifier ton stock, ou au fait, je viens de modifier ma plage horaire. Et une autre source d'information, c'est le CNUMER, sur lequel vous avez, donc pour la partie front, très orienté front, là pour la partie éco-conception web, mais pareil, il y a des règles dedans de bon sens sur lesquelles on s'inspire pour pouvoir parler autour de l'API et de voir ce qu'on peut faire comme un côté API sur les échanges de messages. Et mon dernier, EcoCode, vous avez une conf demain matin sur ce sujet, qui est la façon d'intégrer ça dans une CI, donc dans SonarCube en l'occurrence, et avoir des règles d'évaluation. David, pas plus tard qu'hier soir, me demandait mais comment on peut automatiser ce genre de règles. Typiquement, avec un bac à sable, on peut imaginer d'avoir un payload ou un mock payload, enfin un payload fictif sur mon API et tout de suite fournir une règle en disant voilà la taille que j'ai, est-ce que j'ai mis du cache ou est-ce que j'ai pas mis de cache. Mais clairement, c'est à vous d'adapter pour chaque contexte ce que vous voulez en faire derrière de ces règles. Tout ceci pour vous dire qu'on a besoin de vos contributions. Ça fait 1 an qu'on a produit. Alors on le fait à côté. Je réalise ça à côté de mes activités avec les équipes de l'API Thinking. L'objectif est de produire un repo GitHub parce que des slides, c'est bien gentil, mais on veut avoir quelque chose qui vive. Et donc le repo est en cours. L'objectif, c'est d'avoir des contributions de vous tous et d'avoir un sujet open source sur lequel on a envie que des gens nous challengent et nous disent ça fait du sens, ça fait pas de sens, ou au contraire, je verrai des choses un peu plus faciles. Sachant qu'on est vraiment focus API, on ne s'est pas occupé de l'entièreté de la chaîne. Il y a du mobile, il y a du front, il y a du web, sur du site web, il y a du back-end. Là, on est vraiment focus API, mais on voit bien que c'est un élément important de l'ensemble de la chaîne. J'espère avoir piqué votre curiosité. Merci le Brestcamp pour le logo. Et le second QR code, donc le premier QR code, c'est pour accéder à la présentation et à la grille. Et le second QR code, c'est pour avoir votre feedback. Merci de votre attention.